Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Ce matin, nous abordons un autre lieu de transmission et d'héritage. C'est précisément la salle de cours. La semaine dernière, nous avons eu la fort belle leçon de Valeria Giannetti, qui nous a présenté la manière par laquelle, au XIXe et XXe siècle, la bibliothèque, qui est un réceptacle en même temps, est un héritage et un legs, comment la bibliothèque est perçue, présentée, mise en scène par les grands écrivains du XIXe et XXe siècle, notamment de Victor Hugo à Saint-Jean-Perse. Ce matin, c'est cet établissement qui est en question, le Collège de France même. William Marx, dont je dirai quelques mots de présentation, nous fournit avec générosité un texte inédit qu'il est en train de publier, il nous dira où et quand, un texte inédit de T.S. Eliot présentant ses notes de cours quand il suivait les cours de Bergson ici même au Collège de France. Les salles étaient autrement distribuées, plus petites, plus sobres, avec moins de confort. La célèbre salle 8, etc. Ceux qui, d'entre vous, étaient présents à la leçon, à la conférence de Mario Vargas Llosa, ont eu le bénéfice de voir un moment, quelques secondes, l'arrivée au Collège de France de Jorge Luis Borges, présenté par un tout jeune Yves Bonnefoy, et vous avez vu que le public était vraiment autour du conférencier parce que les salles étaient vraiment très petites. C'est un moment extraordinaire de la convergence à Paris de toutes les avant-gardes, et j'aurai aussi un témoignage, mais nous en parlerons dans la discussion, parallèle, les mêmes années, du poète italien Giuseppe Ungaretti, qui, dans une interview à Mrouche, dira « Je suivais à la Sorbonne les cours de Stropski, je suivais les cours au Collège de France, j'ai entendu les leçons de Bergson sur Spinoza. C'est un de mes plus beaux souvenirs de cette période. » Vous voyez, c'était vraiment un moment de convergence universelle, et là, nous avons le privilège d'avoir aussi cette réflexion sur la salle de cours comme un lieu de transmission. Et non seulement, évidemment, de transmission, mais aussi de partage et de semaille. Ici, la transmission se fait par des intervalles. Ce qu'on a reçu donne des fruits bien plus tard. Nous le verrons avec la parabole de création que Eliot nous déploie dans les années suivantes. William Marx enseigne à Paris-Nanterre et est un auteur qui a eu le courage de mettre en scène ces années la situation difficile dans laquelle la littérature se trouve dans notre temps. Je cite le passage qui a donné le titre à son dernier ouvrage, La haine de la littérature, tous publiés aux éditions de Minuit. D'où vient donc cette haine contre la littérature? Est-ce envie ou bêtise? L'une et l'autre, sans doute, avec une forte dose d'hypocrisie en sus. Et c'est une lettre de Gustave Flaubert à la princesse Mathilde le 2 juillet 1867. Son dernier livre avait été précédé par un texte qu'il annonçait d'une certaine manière, L'adieu à la littérature, histoire d'une dévalorisation, 18e, 20e siècle, publié en 2005, et La vie du lettré, publié en 2009. Et plus récemment, Le tombeau d'Édipe pour une tragédie sans tragique en 2012. Il y a, comme vous le voyez, donc une attention forte
je dirais, à la substance même du fait littéraire. Et il y a aussi une conscience constante d'une réflexion métalittéraire, ou, si vous voulez, de théorie de la littérature. Je cite notamment la naissance de la critique moderne, la littérature selon Eliot et Valéry, et aussi un titre là également paradoxal, non pas les avant-gardes, mais les arrière-gardes au XXe siècle, l'autre face de la modernité, publié aux presses universitaires de France en 2004. Et puis, toute une série de contributions à Paul Valéry, et notamment Paul Valéry et l'idée de littérature, 2011, et Paul Valéry en théorie. Donc, vous voyez, conscience de la critique, théorie de la littérature, conscience de l'état de la littérature dans notre temps présent. Il est donc le mieux placé pour nous parler de deux grands formateurs de la conscience littéraire et philosophique du XXe siècle, à savoir de Bergson et surtout de Eliot, assistant au cours de Bergson. Je suis très honoré par sa générosité. C'est, je dirais, le premier lieu où cet inédit nous est présenté. Et donc, je suis comme vous curieux d'avoir la parole inédite de Bergson, et je lui donne la parole. Merci. Merci, Carlo. Merci, cher Carlo, pour cette présentation très, très aimable et aussi pour cette invitation extrêmement généreuse. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais dire ici toute ma reconnaissance donc au professeur Carlo Ossola pour cette invitation à parler devant vous dans son magnifique séminaire de la façon dont, comme il vous l'a dit, le poète T.S. Eliot, qui est, pour ceux qui, par extraordinaire, ne le connaîtraient pas parmi vous, qui est le plus grand, le plus respecté et le plus célèbre poète de langue anglaise du XXe siècle, comment donc le poète T.S. Eliot a hérité du philosophe Bergson. Et cette invitation de Carlo Ossola à vous parler ici est pour moi un véritable kairos, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire une opportunité à saisir, une occasion inespérée. Ce n'est pas seulement parce que je travaille depuis longtemps sur T.S. Eliot, que Eliot est un auteur qui me tient à cœur, que je l'enseigne régulièrement à Paris et à Londres, et que j'édite actuellement, comme Carlo vous l'a dit, ces notes de cours sur Bergson, qu'il prit ici même au Collège de France en 1910 et 1911, alors que lui-même, Eliot, était âgé de 22 ans seulement. Ces notes, qui sont conservées à la Houghton Library de l'université Harvard, étaient connues depuis longtemps des spécialistes, mais on ne les avait pas vraiment lues dans le détail. Ces notes sont écrites en effet en français, puisque le cours était donné par Bergson en français. Or, l'immense majorité des spécialistes d'Eliot dans le monde sont de purs anglophones, comme il se doit. Alors j'avais déjà utilisé et lu ces notes pour un article sur l'année parisienne passée par T.S. Eliot donc en 1910-1911, dans un volume qui est paru chez Cambridge University Press sous la direction de Jason Harding. Et ces notes, déjà, dans cet article, s'étaient montrées pour moi assez précieuses pour éclairer l'influence de Bergson sur le poète. Mais je me suis lancé beaucoup plus récemment dans un travail d'édition critique et scientifique de ces notes pour le prochain numéro des Annales bergsoniennes, qui paraîtra bientôt aux presses universitaires de France, qui est un numéro qui va être consacré à Bergson et à la littérature, et sous la direction de Clément Girardi. Et ce travail d'édition critique a ouvert pour moi des perspectives qui renouvellent totalement la lecture que l'on peut faire de certains des plus fameux poèmes d'Eliot. Et ces notes font également entrer, de manière inédite, comme on ne l'avait encore jamais fait, dans le détail le plus
précis du cours de Bergson de cette année-là, qui fut, comme vous allez le voir, l'événement intellectuel parisien le plus couru de l'époque. Et puis elles nous font entrer, ces notes, dans les circonstances et dans le contexte même de ce cours, qu'elles éclairent également d'un jour nouveau, puisque vous allez voir que le contexte a une influence sur la façon dont les notes ont été prises. Et donc je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui certaines des conclusions de ce travail. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Parler de ce sujet devant vous, en ces murs augustes du Collège de France, c'est répéter, en quelque manière, le geste par lequel Bergson légua à T.S. Eliot, du haut, sinon de cette même chaire, en tout cas d'une chaire voisine, le geste par lequel Bergson légua à Eliot la quintessence de sa théorie du temps, qui allait avoir pour Eliot une telle importance. Et c'est aussi pour vous, mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs, l'occasion surprenante de renouveler dans la position où vous vous trouvez actuellement, quoique de manière beaucoup plus confortable, comme l'a dit Carlo Ossola, de renouveler par votre écoute et par les notes que vous prenez l'autre geste qui fut celui du jeune T.S. Eliot lorsqu'il alla écouter et suivre consciencieusement ici même le cours d'Henri Bergson. Et voilà ce qu'on appelle proprement, en héraldique et dans le jargon de l'histoire de l'art et de la critique littéraire, une mise en abîme, avec un Y à abîme, vous connaissez ce terme. Il y a mise en abîme, vous le savez, lorsque le contenu d'une œuvre d'art plastique, d'un tableau ou d'une œuvre littéraire reproduit le cadre à l'intérieur duquel ce contenu est inclus. Alors la mise en abîme a une longue histoire. Je vous en donnerai ici quelques exemples plastiques, depuis Van Eyck et le portrait des époux Arnolfini en 1434. Vous voyez au fond de cette chambre nuptiale eh bien, ce miroir de sorcière que je vous agrandis ici, et vous retrouvez à l'intérieur même du miroir, entouré du reste par des figures chrétiennes et la crucifixion qui se trouve au-dessus du miroir. Vous voyez le dos des époux, ainsi que le peintre et des observateurs qui les regardent de l'autre côté. On a là l'exemple le plus archétypal de la mise en abîme. Vous connaissez évidemment également les Ménines de Velázquez en 1656, qui ont été longuement commentées par Michel Foucault. Un exemple du XXe siècle, le tableau de Norman Rockwell, plein d'humour, une autobiographie, une triple autobiographie, enfin autoportrait, je veux dire. Vous voyez aussi des références à l'histoire de l'autoportrait, Rembrandt, Dürer, le casque d'un autre tableau de Rembrandt, etc., Van Gogh, qu'on voit ici représenté. Mais on ne peut pas se limiter seulement à la peinture. Il y a le cinéma, ici une scène connue de Citizen Kane d'Orson Welles. Et il y a même la publicité, un peu trivial, mais enfin, la vache qui rit, qui porte en pendentif d'oreille la même boîte sur laquelle elle figure. Bon, je reviens à des choses un peu plus nobles. Et il y a mise en abîme, en effet, ici, puisque me voici qui m'en vais vous parler, donc au Collège de France lui-même, quoique non pas dans cette même salle, d'un cours qui fut donné au Collège de France, il y a 107 ans, en 1910-1911. Alors je crois en la vertu des lieux et des espaces. Et s'il est vrai que je ne parviendrai sans doute pas à évoquer directement par mes paroles les âmes de ces morts, la coïncidence des lieux, l'identité des murs, même s'ils furent, comme vous le voyez, amplement rénovés depuis ce temps, peuvent aider certainement à la compréhension et à la transmission. Si les pierres ne vibrent plus de la ferveur qui fut celle des auditeurs de Bergson au début du XXe siècle, si les ondes ne s'en sont pas quelque part mystérieusement conservées, je me dis qu'au moins le souvenir de cette coïncidence géographique peut nous aider à mieux entrer dans la compréhension de ce que fut ce grand moment de passage et de transmission. On ne lègue pas, on n'hérite pas dans n'importe quel moment, ni dans n'importe quel lieu. Il y faut des conditions particulières, et particulières au contenu même de l'héritage. Et
pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, Eliot et Bergson, les conditions me paraissent remarquablement favorables, puisque nous nous trouvons dans une salle de cours, précisément, comme Eliot se retrouvait dans la salle de cours où Bergson donnait sa leçon. Alors, comment léguer, comment hériter? Le beau thème choisi par Carlo Ossola pour son séminaire est d'une importance cruciale, comme vous le savez, pour la compréhension de ce qui fait la continuité de notre civilisation. Et ce thème dépasse très largement tous les remous médiatiques. Alors je vais être encore un peu trivial, mais c'est le dernier exemple trivial, hein, je vous rassure. Tous les remous médiatiques qui entourent actuellement, si vous me permettez donc cette référence, une autre affaire de lait et d'héritage, la succession de Johnny Hallyday. Mais si vous me permettez de développer une seconde cette référence médiatique, tout le tapage et tout l'écho que provoque l'affaire de l'héritage de Johnny, la façon dont le public, dont les médias prennent cette affaire à cœur, tout cela en dit long sur l'importance que nous accordons dans notre culture aux questions de lait et aux questions d'héritage. Heureusement, les héritages immatériels, comme ceux dont s'occupe le présent séminaire, ces héritages immatériels ont cet avantage sur les héritages matériels de pouvoir se partager beaucoup plus facilement, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Donc je cesse ici cette image qui effectivement fait entrer un monde extérieur un peu trop présent par ailleurs. Et vous verrez que la présente conférence s'inscrit à un triple titre dans la problématique du séminaire « Comment léguer, comment hériter ?» À un triple titre, parce que on y verra d'abord Bergson transmettre ses idées, et ensuite ses auditeurs, parmi lesquels Eliot, mais nous en verrons d'autres. Nous verrons les auditeurs donc, et Eliot recevoir cette leçon de Bergson. Et le Collège de France fut le lieu de cette transmission. Premier lait, premier héritage. Mais c'est ensuite Eliot qui, à son tour, transmettra une part de cet héritage bergsonien dans ses textes critiques et dans sa propre poésie. Deuxième lait, deuxième héritage, deuxième transmission. Transmission d'un type de discours philosophique, celui de Bergson, à un autre type de discours poétique et critique. Mais c'est aussi, si je puis dire, la transmission entre deux âges ou deux moments d'une même personne. Car, ici vous voyez Bergson qui transmet à Eliot, mais en fait vous verrez que d'une certaine manière, c'est le jeune Eliot qui transmet à un Eliot beaucoup plus mûr. Alors ici vous le voyez quand même beaucoup plus âgé. C'est le jeune Eliot qui transmet à un Eliot plus âgé, beaucoup plus tard dans sa poésie. Chaque individu est divers. Je ne veux pas ici reprendre la leçon de Montaigne. Et comme vous le verrez, c'est l'Eliot idéaliste de la maturité d'Eliot qui reliera l'Eliot bergsonien qu'il était dans sa jeunesse. Ça, c'était la deuxième transmission, le deuxième héritage. Or, il existe un dernier niveau de transmission qu'il ne faudrait pas oublier. C'est celui qui rend le présent séminaire possible, à savoir l'édition critique des notes de cours d'Eliot. Le travail du lettré, sur lequel j'avais écrit un livre, Vie du lettré, le travail du lettré, le travail du philologue, constitue l'une des conditions de toute transmission et de toute haute culture. Et quand je dis haute culture, je fais ici référence à la high culture dont parle le grand critique anglais du XIXe siècle, Matthew Arnold, la haute culture. Et vous verrez que cette édition des notes de cours d'Eliot pose un certain nombre de problèmes qui, eux aussi, conditionnent l'interprétation des deux précédents héritages dont je vous ai parlé, celui de Bergson vers Eliot et celui d'Eliot à lui-même, celui d'Eliot à nous dans sa poésie. Voilà donc, avec ce travail d'édition critique, voilà donc plus modeste, mais non pas moins important, en ce que ce travail représente la pierre angulaire de toute entreprise philologique, le troisième héritage, celui que permet une édition scientifique.
philosophie, donc, poésie, philologie. Tels sont les trois domaines où se joue ici cette pratique de la transmission. Et ce sont ces trois domaines que nous parcourrons aujourd'hui. Mais c'est la philologie qui permet de reconstituer la connaissance que nous avons des deux précédents héritages. Et voyez ici comment le présent du travail philologique modifie la connaissance que nous avons du passé et ramène à la surface des héritages perdus. Et cela nous introduit à la propre leçon d'Eliot, à la propre leçon d'Eliot sur la question même de la tradition. Car nul écrivain, peut-être, n'est mieux approprié que T.S. Eliot pour réfléchir à cette question centrale de la tradition et de la transmission. Nul autre écrivain n'a mieux réfléchi que lui sur la nature même de toute tradition. C'est ce qui fait d'Eliot un auteur central dans tout travail sur le rôle même du passé et du patrimoine dans la littérature. Avant donc de commencer à lire avec vous ces notes de cours d'Eliot, je voudrais vous donner à lire les phrases absolument fondamentales qu'Eliot a écrites sur le problème de la tradition et qui ont fait de lui, ces phrases, le critique littéraire, sinon le plus important, en tout cas le plus largement cité du monde anglophone au XXe siècle. Alors ces lignes, que nous allons lire ensemble, sont extraites de son article le plus célèbre, « La tradition et le talent individuel », article paru en 1919. Vous allez voir, c'est une très longue citation, elle va faire 3-4 diapositives, mais la citation est tellement fondamentale que je ne pouvais pas m'en passer, me semble-t-il, pour la présente leçon. Mais cette citation est indispensable pour comprendre, de manière générale même, le mécanisme de tout héritage culturel et littéraire. Première partie, donc, mais le texte est totalement continu, je vous le donne dans l'intégralité, pas l'intégralité de l'article, mais l'extrait qui nous concerne. On trouvera souvent, c'est une réflexion sur la manière dont chaque poète se constitue. On trouvera souvent que les parties de l'œuvre d'un poète, non seulement les plus belles, mais les plus individuelles, sont précisément celles où les poètes morts, ses ancêtres, affirment le plus vigoureusement leur immortalité. Et je ne parlerai pas ici de la période impressionnable de l'adolescence, mais de celle de la pleine maturité. Donc ici, Eliot part d'une constatation qui est un paradoxe, à savoir que dans l'œuvre des poètes, en fait, les parties les plus importantes, les plus fondamentales et même les plus individuelles de chaque poète, en fait, sont des parties où l'on retrouve l'héritage d'autres poètes morts qu'a lu le poète en question. Et cela est valable aussi pour les œuvres de la maturité de ce poète. Et Eliot continue, pourtant, si la seule forme de tradition, de transmission, consistait à suivre les procédés de la génération immédiatement précédente, en se conformant aveuglément ou craintivement à ce qui lui a réussi, une telle tradition devrait être positivement découragée. Donc, la tradition, la véritable tradition, ce n'est pas la conformité directe, immédiate, avec ce qui a précédé. C'est autre chose. Si c'était la conformité, ce ne serait pas intéressant. La tradition est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'Eliot va définir. La tradition signifie quelque chose de beaucoup plus vaste. Elle ne s'hérite pas, c'est-à-dire qu'elle ne s'hérite pas immédiatement. Et si vous la voulez, il vous faut l'obtenir par un travail intense. C'est la différence entre l'héritage matériel et l'héritage immatériel, qui passe par le travail. La tradition implique, je continue, la tradition implique en premier lieu le sens de l'histoire, absolument fondamental cela. Le sens de l'histoire que nous pouvons dire quasiment indispensable à quiconque souhaite continuer d'être poète après sa 25e année. Comme vous le savez, c'est quelque chose que disait Jean Cocteau à propos de la jeune poétesse qui avait 5 ans ou 6 ans, Minou Drouet. Il disait « Tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet ». Bon, pour Minou Drouet, je ne prononcerai pas, mais il est dans la doxa qu'effectivement, les enfants, les adolescents en particulier, ont une veine poétique qui ensuite se tarit. Mais si vous voulez être poète après votre adolescence, il faut avoir ce sens de la tradition. Je continue la lecture. Et le sens de l'histoire implique une perception non seulement du caractère
passé du passé, en anglais c'est the pastness of the past, on pourrait dire la passéité du passé, mais de son caractère présent. C'est-à-dire que le passé n'existe en fait que parce qu'il est présent en nous. Il est présent en nous par le souvenir. Et donc le passé est présent et il est agissant en tant que présent. Le sens de l'histoire pousse un homme à écrire non pas simplement avec sa propre génération dans sa chair, mais avec le sentiment que la totalité de la littérature européenne depuis Homère a une existence simultanée et compose un ordre simultané. Ça, c'est absolument fondamental. En fait, la littérature existe dans l'esprit comme un tout, un ordre absolument simultané. Bon. Ce qui a une incidence sur la création poétique. C'est la suite de la citation. Le sens de l'histoire, qui est un sens de l'intemporel, aussi bien que du temporel, et de l'intemporel et du temporel tout à la fois. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'héritage, le patrimoine littéraire, il est à la fois dans le passé, mais il est aussi présent de manière intemporelle et simultanée dans l'esprit. C'est cela qui est important. Donc il est à la fois intemporel et temporel. Le sens de l'histoire, voilà ce qui rend un écrivain traditionnel. Et c'est en même temps ce qui donne à un écrivain la conscience la plus aiguë de sa place dans le temps, de sa propre contemporanéité. Nul poète, nul artiste de quelque art que ce soit n'a de signification complète par lui-même. On n'apprécie pas un poète, un artiste de manière isolée. On ne le comprend, on ne l'apprécie qu'en appréciant sa relation aux poètes et aux artistes morts. Ce qui évidemment correspond à ce qui a été dit précédemment, mais il n'est pas anodin que Eliot ait écrit et publié ce texte en 1919, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts en Europe. Et Eliot lui-même, vous allez le voir, a perdu des amis chers pendant cette Première Guerre mondiale. Et donc la relation aux poètes et aux artistes morts, c'est aussi un hommage aux morts de cette Première Guerre mondiale, mais aussi à tous les morts qui ont fait l'histoire de la culture et de la littérature européenne. Vous ne pouvez pas évaluer le poète ou l'artiste isolément, il vous faut, par souci de contraste et de comparaison, le placer parmi les morts. Le poète fait partie de l'ensemble de tous les morts. Il y a une communauté ici qui existe. Il s'agit là de la base de toute critique esthétique et non pas simplement historique. C'est cela qui est important, c'est que la critique historique s'intéresse à l'histoire, c'est normal, mais même pour l'appréciation purement esthétique, de goût, de la beauté des choses, eh bien, le sens de l'histoire lui-même est important. J'en arrive à ma dernière diapositive sur cette citation. La nécessité qu'il, le poète, donc, se conforme, qu'il trouve une cohérence, ne fonctionne pas dans un seul sens. Ce qui arrive lorsqu'une nouvelle œuvre d'art est créée, c'est quelque chose qui arrive simultanément à toutes les œuvres d'art qui l'ont précédée. Les monuments existants forment entre eux un ordre idéal ici au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qui existe dans l'esprit, dans l'idée. Les monuments existants forment entre eux un ordre idéal qui est modifié par l'introduction de l'œuvre d'art nouvelle, celle qui est réellement nouvelle, parmi eux. L'œuvre d'art nouvelle entre dans l'ordre existant, et en entrant dans l'ordre, elle le modifie. Elle ne s'ajoute pas comme on s'ajoute à une série, mais un ordre, c'est quelque chose qui est structuré, et qui est structuré dans tous les sens, bidimensionnellement, si je puis dire, ou tridimensionnellement. Et donc, l'œuvre d'art nouvelle, elle arrive dans l'ordre, et donc elle modifie les rapports de toutes les œuvres entre elles. L'ordre existant est complet avant que n'arrive l'œuvre nouvelle. Pour que l'ordre persiste après l'apparition de la nouveauté, il faut que l'ordre présent, dans sa totalité, soit retouché si peu que ce soit. Et ainsi, la relation, la proportion, la valeur de chaque œuvre d'art par rapport au tout se réajuste. C'est cela, la conformité entre l'ancien et le nouveau. Vous voyez donc que ça n'a rien à voir avec une conformité ou une reproduction immédiate de ce qui existait précédemment. C'est au contraire une conformité complexe qui modifie l'ordre existant. Quiconque approuve cette idée d'ordre et d'une forme de la littérature européenne et anglaise ne trouvera pas absurde que le passé soit retouché par le présent autant que le présent est orienté par le passé. Ce qui est un paradoxe, mais que l'on comprend bien si l'on comprend que l'ordre est idéal, il existe dans l'esprit, et donc il est modifié par l'œuvre qui arrive. Et cela renvoie, alors cette réflexion-là est absolument donc fondamentale pour comprendre l'idée de tradition poétique et artistique. On la retrouve ailleurs, on la retrouve même chez Proust, dans La Recherche du temps perdu.
lorsque la grand-mère de Proust dit par exemple que certains passages, que nous lisons mieux certains passages de Madame de Sévigné parce que Dostoïevski est arrivé ensuite. Elle parle de l'aspect Dostoïevski de certaines lignes des lettres de Madame de Sévigné, ce qui est tout à fait ici dans l'orientation que donne Eliot dans ce texte très fondamental de la tradition et du talent individuel. Donc je résume les 3 thèses principales d'Eliot dans ce texte. Première thèse, la culture n'est pas un donné, elle n'est pas un donné mais un produit, et le produit d'un travail, un travail d'incorporation mentale et de modification psychique. Et je vois là justement le double geste souligné par le titre de ce séminaire, comment léguer, mais aussi comment hériter. On ne lègue pas tout seul, on lègue à quelqu'un. Et si quelqu'un lègue, un autre doit hériter. Léguer, c'est un verbe doublement transitif. On lègue quelque chose, mais on lègue à quelqu'un. Donc, hériter n'est pas un acte purement passif, s'agissant des objets immatériels. Hériter, ou pour parler en termes grammaticaux, hériter n'est pas la voie passive du verbe léguer. Hériter, c'est un acte qui, comme tout acte, demande de l'énergie, de l'effort, du travail. Et voilà peut-être la distinction fondamentale entre les héritages matériels, on hérite une fortune, on hérite une maison sans rien faire, et les héritages immatériels. La haute culture ne s'obtient que par le travail. C'est la première thèse. Deuxième thèse, la culture ou la tradition est un objet mental, et c'est une totalité qui est ordonnée par l'esprit. Je reprends le terme d'Eliot. C'est-à-dire que la culture n'existe pas indépendamment de l'esprit. Il s'agit là d'une position de type totalement idéaliste. Idéaliste au sens que la réalité existe uniquement dans l'esprit. Et en particulier, c'est valable pour la culture et pour la littérature. Elle n'existe qu'en acte dans l'esprit de ceux qui la reçoivent. Donc, la culture ou la tradition sont des objets mentaux. C'est la deuxième thèse. Et la troisième thèse, en tant qu'objet mental, la culture ou la tradition échappent aux contraintes du temps. Le passé oriente le présent et le présent modifie le passé, puisque, en tant qu'objet mental, la culture et la littérature composent un ordre simultané. Ça, ce sont les 3 thèses, si je puis dire, d'Eliot à l'intérieur de ce texte que nous avons lu ensemble de lui. Alors, je n'en dirai pas plus ici, mais retenez bien ces 3 thèses, parce que vous allez les voir réapparaître dans l'héritage de Bergson à Eliot. Et venons-en donc maintenant aux données brutes de cette participation d'Eliot au cours de Bergson au Collège de France. Alors, lorsque le jeune T.S. Eliot débarque à Paris, à l'automne 1910, il vient d'obtenir son diplôme de master à l'université Harvard. Il a suivi à Harvard 2 séminaires en particulier qui ont une importance pour lui, en 1909-1910. Le séminaire de George Santayana, le grand philosophe, sur les idéaux sociaux, religieux, artistiques et scientifiques dans leur développement historique, mais surtout parce que le second séminaire est celui qui a vraiment durablement marqué Eliot, surtout le séminaire de Irving Babbitt sur la critique littéraire en France, avec une insistance particulière, c'est le titre de Babbitt, avec une insistance particulière sur le XIXe siècle. Et ce cours sur la critique littéraire française, sur l'histoire littéraire française, est très très important pour Eliot. Eliot a alors 22 ans, je vous l'ai dit, et il hésite sur la carrière à suivre. Il a déjà écrit de nombreux poèmes, il a même récité de ses poèmes en public, et son activité poétique s'intensifie au début de 1910. Et au printemps de 1910, il fait part à sa mère, qui s'en effraie, vous allez le voir, de son intention, dit-il, de se spécialiser plus tard en littérature française. Il veut devenir en fait spécialiste de littérature française et il veut partir pour Paris. Sa mère lui répond. Sa mère lui répond avec des paroles qui sont dignes d'un personnage de Henry James. Vous allez voir, « Je ne puis supporter l'idée de te savoir seul à Paris. Rien que de l'écrire me donne le frisson. Les pays où l'on parle anglais ne sont pas réellement étrangers.
je n'ai pas d'admiration pour la nation française et accorde aux individus de cette race une confiance moindre qu'aux Anglais. À la limite, elle préférait qu'Eliot partît pour l'Angleterre, mais Paris, non, hein, ça paraît indispensable. Donc il y a un anglocentrisme, un anglophonocentrisme, si je puis dire, hein, typique de cette vieille américaine qui est la mère d'Eliot, mais il y a aussi une méfiance à l'égard de cette Europe qui peut être perverse. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que le personnage ressemble ici, par exemple, à la mère de Chad hein, dans The Ambassadors de William James, dans Les Ambassadeurs, hein, qui essaie de récupérer son fils parti à Paris pour s'y perdre à tous les sens du terme. Or, en fait, Eliot est évidemment parti sur une autre, il est déjà sur une autre planète, si je puis dire, que sa mère. Eliot a découvert en 1908, donc 2 ans plus tôt, le livre d'Arthur Symons sur le mouvement symboliste en France. Un livre absolument essentiel, et depuis la lecture de ce livre, Eliot, la littérature française, est devenue pour Eliot le modèle absolu. Le modèle absolu. Et cet intérêt d'Eliot va bien au-delà d'une simple spécialisation universitaire. Spécialisation universitaire, c'est ce que Eliot dit à sa mère. Mais en fait, le projet est bien plus intense que cela. L'écrivain avouera plus tard que, durant l'année romantique qu'il passa à Paris, hein, il dit cela, après Harvard, il avait l'intention d'abandonner l'anglais, de vivoter à Paris et de progressivement écrire en français. Il voulait écrire en français. Alors, le projet d'écrire en français n'est pas si fantaisiste, il n'était pas si fantaisiste alors qu'il peut le paraître aujourd'hui. Nombre d'écrivains américains vivaient alors en France. Il y avait Edith Wharton, il y avait Gertrude Stein. Et plusieurs même de ces auteurs écrivaient en français, tels les poètes Stuart Merrill et Francis Villey Griffin. Il y avait aussi Nathalie Clifford Barnet. Nathalie Clifford Barnet, qui était l'amie de Rémy de Gourmont, hein, celle qu'il appelait l'Amazone. Donc Eliot pouvait avoir sous les yeux de vivants exemples d'une émigration littéraire transatlantique. Et du reste, ce pouvoir d'attraction de Paris et de la France sur les écrivains américains allait se renforcer après la Première Guerre mondiale, comme vous le savez, avec l'arrivée de ce qu'on nommerait la génération perdue, hein, the Lost Generation. Et l'installation à Paris pour ces écrivains américains, elle participait du même mouvement qui vit nombre d'écrivains américains quitter leur terroir d'origine, le Midwest, hein, pour se concentrer dans les grandes villes, à Chicago et à New York. Et avec la traversée de l'océan Atlantique, pour ces écrivains, eh bien, en quelque sorte, cette déprovincialisation générale de l'entreprise artistique passait tout simplement à la vitesse supérieure. Pour Eliot, dirait-il plus tard, c'est l'Angleterre et l'Amérique tout entière qui semblaient un véritable désert intellectuel. Intellectual desert. Intellectual desert. Et au début du XXe siècle, en effet, Paris reste, je reprends les termes de Pascal Casanova, Paris reste la capitale de l'univers littéraire, la ville dotée du plus grand prestige littéraire du monde. Elle est par excellence, dit encore Pascal Casanova, elle est la ville littérature. Et Eliot dit exactement la même chose. Il dit cela en 1744 dans ce journal de la France résistante, la France libre. Le texte est en français, même si le titre est en anglais. Le journal interrogeait plusieurs intellectuels anglo-américains. What France means to you, hein, c'est un titre qui est récurrent dans le journal. Et Eliot répond, la réponse est en français, « Ce n'est pas un accident qui m'avait conduit à Paris. Depuis plusieurs années, la France représentait surtout, à mes yeux, la poésie. » Voilà, c'était la poésie absolue incarnée. Et donc, c'est un jeune poète en devenir qui débarque à Paris en octobre 1910 et s'installe, pas très loin d'ici, à la pension Casaubon, au 151 bis, rue Saint-Jacques. J'ai pris cette photo, il y a de la neige encore, hein, donc vous voyez la neige sur le trottoir. Mais c'est également, c'est un peu plus haut donc sur la rue Saint-Jacques, mais c'est également non seulement un poète, mais un étudiant qui s'intéresse à la philosophie et au mouvement des idées. Et dans cette pension estudiantine, Eliot se lie d'une très forte amitié avec un étudiant en médecine, lecteur de Maurras, Jean Verdenal, que vous voyez ici à gauche, à qui mourra, comme vous le voyez ici, puisque là vous voyez une
notice, une photo nécrologique, qui mourra donc en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Et après ce décès, Eliot lui dédiera, à la mémoire donc de Verdenal, dédiera Prufrock, son premier grand poème, en 1917. Mais Jean Verdenal n'est pas le seul ami à ce moment-là d'Eliot à Paris. Il se trouve qu'Eliot prend des cours de conversation française avec nul autre que Henri Alban Fournier, le beau-frère de Jacques Rivière, qui est en fait le futur Alain Fournier, qui n'a pas encore écrit le Grand Maulne. Et vous voyez ici Alain Fournier, donc, qui lui aussi mourra, donc, lui en 1914, sur le champ de bataille. Pour vous dire que les amis français d'Eliot, à ce moment-là, sont... La France va, comme vous le savez, payer un lourd tribut à la Première Guerre mondiale, et Eliot également. Cette présence de la mort, elle est aussi présente dans ces amitiés d'Eliot. Voilà pour les amis d'Eliot. Et Eliot avait prévu d'assister au cours de Bergson, déjà quand il était aux États-Unis. Et donc il a lu, en prévision de ce cours, il a lu déjà l'essai sur les données immédiates de la conscience, il a lu Matière et mémoire. Et c'est en ces années-là, en 1910, autour des années 1910, que la réputation de Bergson atteint son apogée. Mais pas seulement la réputation de Bergson, c'est aussi à ce moment-là que fait rage, de façon tout à fait corollaire, la polémique anti-bergsonienne, au rythme de plusieurs articles qui paraissent dans 2 journaux en particulier, L'Opinion, sous la signature d'Agathon. Agathon, c'est un pseudonyme, c'est le pseudonyme de Henri Massy et Alfred de Tarde. L'Opinion et aussi l'Action française, le journal de Maurras, et là c'est Pierre Lasserre qui écrit des articles contre Bergson. Et donc vous avez vraiment là une polémique dont vous allez voir, Bergson était en fait tout à fait au courant à cette époque même. Et plus tard, mais à cette époque-là, Bergson se décrira lui-même, il décrira cette période comme celle, dira-t-il, d'une conversion temporaire au bergsonisme. Une conversion temporaire au bergsonisme, a temporary conversion to Bergsonism. Alors, combien de temps dura cette conversion, puisqu'elle est temporaire, nous dit Bergson. Regardons un peu le calendrier. En octobre 1910, Eliot arrive à Paris. Le 9 décembre 1910, les cours de Bergson débutent. Ils se terminent le 19 mai 1911. En octobre 1911, Eliot retourne à Harvard. Pour Noël 1912, il fait à sa mère un cadeau qui est la traduction américaine de l'introduction à la métaphysique de Bergson. Donc, voilà, il semble que là, Bergson soit encore Eliot soit encore un bergsonien. Mais, 1 an plus tard, en décembre 1913, Eliot fait au Harvard Philosophical Club, un club d'étudiants, un exposé extrêmement critique sur les incohérences de l'idéalisme bergsonien, Inconsistencies in Bergson's Idealism. Donc, il semble que quelque chose se soit passé entre Noël 1912 et décembre 1913, et en particulier, on sait qu'en milieu de 1913, Eliot commence sa thèse de philosophie sur le philosophe idéaliste britannique, qui est encore vivant à ce moment-là, Francis Herbert Bradley. Cette thèse, du reste, Eliot la finira. Il la finira en 1916, mais il ne pourra jamais la soutenir parce qu'il vit à ce moment-là en Angleterre et la guerre l'empêche de revenir à Harvard soutenir sa thèse. Mais la thèse existe et nous l'avons. Donc, la conversion temporaire au bergsonisme, on peut dire qu'elle commence à peu près à l'automne 1910, et elle s'achève au plus tard au début de 1913, après le Noël de 1912. Mais peut-être, c'est là qu'il y a une petite question philologique qui va nous intéresser, peut-être fut-elle plus brève encore, comme on va le voir. Si, en effet, Eliot assiste au cours de Bergson au Collège de France, durant son année parisienne, le cahier d'écolier dans lequel il consigne ses notes, et qui était resté inédit jusqu'à aujourd'hui, ce cahier d'écolier ne porte témoignage que de 7 séances sur les 20 que comporta le cours. Et ces 7 séances vont du 23 décembre 1910 au 17 février 1911. Donc, et le cahier, en fait, n'est même pas rempli totalement. En fait, les 17 derniers feuillets du cahier restent vierges.
Et donc, l'hypothèse très forte, c'est que Eliot, peut-être, ne se serait rendu qu'aux séances qui sont consignées à l'intérieur de ce cahier. Or, comme je vous l'ai dit, Jean Verdenal, l'ami d'Eliot à la pension Casaubon, Jean Verdenal était un lecteur de Maurras. Il était sensible à la polémique de l'Action française contre Bergson. Et on sait par les lettres de Verdenal à Eliot, à l'été 1911, que Eliot était à l'époque informé de la polémique contre les Sorbonnards, c'est l'expression qui apparaît dans la lettre de Verdenal, et contre les critiques scientifiques. Donc, Eliot, peut-être par l'influence de Verdenal, s'était-il déconverti, si je puis dire, au cours de cette année 1911, et ce qui fait qu'il aurait arrêté de suivre le cours d'Eliot. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que cela. On voit du reste que Verdenal continue, dans la correspondance avec Bergson, encore en février 1912, de faire des allusions à Bergson. En particulier, dans une lettre de Verdenal en février 1912, Verdenal écrit, en parenthèse, c'est une plaisanterie, « Ô l'action, ô Bergson ». Ce qui me fait penser du reste qu'à l'époque, on disait non pas Bergson, mais Bergson. Hein, ô l'action, ô Bergson. Mais ça, il faudrait vérifier, peut-être avec quelqu'un qui... si on a un témoignage de la prononciation de Bergson du nom de Bergson à l'époque. Donc, il y a des allusions à Bergson dans les lettres de Verdenal. Et puis, comme je vous l'ai dit, la mère d'Eliot reçoit, à Noël 1912, ce cadeau bergsonien qui est la traduction américaine de l'introduction à la métaphysique. Et selon une grande spécialiste d'Eliot, Nancy Duval Hargrove, il serait invraisemblable, je crois que son argument est assez recevable, il serait invraisemblable qu'un étudiant en philosophie, aussi responsable et aussi consciencieux qu'Eliot, n'ait pas profité de son séjour parisien, un séjour qui était financé par ses parents, pour assister à l'ensemble du cours de Bergson. Et du reste, Nancy Duval Hargrove constate également que les dates des déplacements d'Eliot loin de Paris, cette année-là, pour ses vacances, coïncident avec les interruptions du cours au Collège de France. Ce qui voudrait dire que Eliot aurait attendu la fin du cours de Bergson pour partir en vacances. Et ensuite, quand on regarde le propre témoignage d'Eliot, en 1944, eh bien, ce témoignage d'Eliot semble indiquer que lui-même a fait l'effort de se rendre au cours de Bergson semaine après semaine. Voici ce témoignage, toujours dans La France libre, en 1944. Pour avoir vraiment connu la ferveur bergsonienne, il faut être allé régulièrement, chaque semaine, dans cette salle pleine à craquer où il faisait ses cours au Collège de France. Il fallait arriver 5 quarts d'heure à l'avance, ce qui procurait un auditoire étonnamment fourni à M. Leroy-Beaulieu et à ses statistiques, qui précédaient donc Bergson dans la salle. Et donc, il semble quand même qu'Eliot soit vraiment allé à toutes les séances de Bergson. Mais alors, comment se fait-il ? Comment se fait-il que ces notes d'Eliot s'arrêtent au 17 février si Eliot a continué d'assister au cours? Est-ce que ces notes figuraient dans des papiers perdus? Mais c'est peu vraisemblable, puisque Eliot a encore entre les mains le cahier que nous avons finalement conservé. Et on sait qu'il lui reste 17 pages à remplir dans ce cahier. Et donc, il faut trouver une solution. Et la solution, elle existe. Elle est beaucoup plus simple, mais pour la trouver, il nous faut regarder plus précisément l'état du texte que nous avons. Et nous entrons donc ainsi à l'intérieur même du texte de ce cahier. Alors, ce manuscrit des notes d'Eliot, c'est un cahier ordinaire d'écolier de 96 pages, de marque Odéon, de format 17 sur 22 cm, dont la 4e de couverture figure une carte de France. Donc un cahier tout à fait ordinaire. Et la première de couverture, comme vous le voyez ici, porte de la main d'Eliot le titre en capitale stylisé Bergson, suivi de vendredi, puisque le cours avait lieu le vendredi à 5 heures, souligné. Et puis, il y a le premier feuillet qui est laissé vierge. Ensuite, il viennent 30 feuillets, numérotés de 1 à 30, portant au recto seulement les notes de cours. Rien n'est écrit au verso. C'est-à-dire que Eliot écrit sur la page de droite, la page de gauche restant systématiquement vierge. Et les 17 derniers feuillets du cahier sont également vierges, comme je vous l'ai dit. Alors, rentrons un peu dans ces notes. Ces notes ont été écrites en français, parce que le cours était en français. Mais Eliot est un étudiant américain. Et c'est un étudiant américain qui fait son premier séjour en France. Et donc les notes d'Eliot révèlent des fautes caractéristiques d'un locuteur qui ne rédige pas dans sa langue maternelle et qui n'est pas encore très très au fait de la langue étrangère. En voici les principales
Vous allez voir pourquoi je fais cette recension un peu des fautes qu'on a dans le texte d'Eliot. Alors, il y a des fautes d'orthographe, hein, je n'insiste pas, sauf peut-être sur la première. Bergson parle de Méphistophélès. Eliot écrit Méphistophel avec un F. Si vous connaissez le Old Possum's Book of Practical Cats, hein, c'est ce recueil de poèmes d'Eliot sur les chats qui a été mis en musique par Andrew Lloyd Webber dans la comédie musicale Cats. Vous connaissez peut-être cette chanson Mr. Mistopheles, hein, qui est Mistopheles, écrit avec les 1 F aussi. Donc il y a peut-être un rapport très très lointain entre ce Méphistophel et le Mr. Mistopheles de la chanson du poème d'Eliot repris dans Cats. Donc il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de genre. Hein. Eliot écrit le doctrine, la monde, le rationalisme, un existence, une instant, etc. Bon, voilà, j'insiste pas, mais ça, ce sont des fautes très courantes chez les locuteurs anglophones. Il y a des fautes de ponctuation, des absences courantes de virgule, etc. Mais ça, ce sont des fautes qu'on retrouve également chez beaucoup d'écrivains français de la même époque ou encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des virgules qui devraient être présentes et qui ne sont pas présentes. Il y a surtout des mots à la place d'un autre, souvent par attraction de l'anglais. Cela d'eux pour celui d'eux, au même temps pour en même temps, physiciste, qui est un mot anglais pour dire physicien, par pour partie, parce que c'est le mot anglais part hein, que Eliot a en tête. Et puis il y a surtout une absence d'emploi des pronominaux français qui sont très présents en français et qui n'existent pas en anglais, enfin beaucoup moins en anglais parce que le mot simple, le verbe simple en anglais a souvent ce sens lui-même pronominal. Hein. On a évanoui pour s'évanouit, presse pour se presse, cool pour s'écoule, etc. Donc des fautes typiques d'un locuteur anglophone. Il y a des absences d'accord entre l'épithète et le substantif, entre l'attribut et le sujet, des interrogations mal construites, hein, comment sont ces carreaux reliés, puis il y en a d'autres ainsi. Et puis il y a d'autres fautes de syntaxe, hein, là aussi typiquement anglaises. C'est transcendant pour elle est transcendante. Là, il y a un anglicisme, parce que Eliot a en tête le it, hein, it is transcendent. Hein, et en fait, il traduit en français c'est transcendant. Bon, d'autres fautes de ce genre. Alors, je ne fais pas cette recension ici pour noter la copie d'Eliot comme un professeur de langue française, hein, il ne s'agit pas ici de cela, mais si je fais cette grammaire des fautes de français d'Eliot quand il prend son cours, c'est pour vous indiquer le type de rapport qu'Eliot a à ce moment-là à la langue française et au discours que tient Bergson. C'est-à-dire qu'il y a une complexité ici de la langue française pour Eliot que peut-être il ne maîtrise pas à l'oral. Il lit très bien le français, mais qu'il ne maîtrise pas totalement et qui va jouer un rôle dans la réception du cours de Bergson. Alors quand on regarde l'écriture d'Eliot elle-même dans ce cours, elle est extrêmement... alors ça c'est la première page du cahier. L'écriture d'Eliot, elle est claire, elle est lisible, je dirais même qu'elle est appliquée. Elle ne comporte aucune abréviation. Et même cette lisibilité est tout à fait frappante si on la compare avec des cahiers de notes d'autres auditeurs de ces mêmes cours de Bergson. Parce que nous avons des cahiers de notes contemporains de ceux d'Eliot. Il y a deux ensembles de notes qui sont déposés au fond Bergson de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, donc tout à côté, sur la place du Panthéon. Vous avez d'une part des notes d'un auditeur ou d'une auditrice anonyme, tout un ensemble de cahiers qui couvrent l'intégralité du cours de Bergson pour ces années-là, en particulier pour l'année 1910-1911. Il y a 8 cahiers, autant que je me souvienne. Et là, vous voyez les notes de cet auditeur ou d'auditrice anonyme qui, comme vous voyez, ne sont pas toujours, elles sont des notes rapides, avec beaucoup d'abréviations, beaucoup de mots qui manquent, et une écriture très rapide et qui parfois, pas toujours, mais parfois, pose vraiment de vrais problèmes de lecture. Et puis, vous avez un autre ensemble de notes, qui est des notes de Charles Dubos, l'écrivain et critique, très anglophile. Alors lui assiste au cours aussi de 1910-1911. Alors lui, sa technique... vous voyez toujours l'ombre de mon appareil photographie de ma main. Hein, c'est l'intervention du philologue dans les objets mêmes hein, qu'il étudie. Mais Dubos prend en note le cours sur la page de droite, mais ce sont des notes, bon, vous voyez mal, parce que je ne les ai pas prises en photo, et ce sont des notes extrêmement peu lisibles, je dirais même quasiment illisibles. En revanche, plus tard, de retour chez lui, il
métonnette sur la page de gauche, c'est ce que vous voyez ici. Alors là, c'est extrêmement lisible. Il métonnette les notes de la page de droite. Mais il ne le fait pas systématiquement, il le fait de manière extrêmement fragmentaire. Ce qu'on voit, c'est que les auditeurs français qui suivent attentivement le cours prennent des notes de manière extrêmement rapide. Et les notes sont très peu lisibles. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dans le carnet de notes de Bergson, puisque les notes de Bergson sont extrêmement, elles, claires, lisibles et appliquées. Et donc, selon toute vraisemblance, le cahier de notes d'Eliot présente en fait, et c'est cela qui pour nous est important, il présente la mise au net et la réécriture de notes de cours dont l'original a été ensuite mis au rebut. Et cette hypothèse-là explique le tout petit nombre de ratures. Parce que les ratures que nous avons, en fait, elles relèvent plutôt de fautes d'inattention ou d'hésitation dans une réécriture soignée. Ainsi, ici, vous voyez, il écrit ceci, il a d'abord écrit les mêmes notes dans des instruments divers, et il a corrigé ensuite les mêmes gammes sur des instruments divers. Ça, ce type de correction n'est pas une correction qu'on fait au fil sur le vif. C'est des corrections qu'on fait a posteriori à partir de notes déjà existantes quand on essaie de mettre en forme ce qui a déjà été pris en note. Autre type de correction typique d'une mise au net, vous avez, comme vous voyez ici, un ajout de texte en marge, ou bien vous avez des déplacements de texte. Voilà, des déplacements de texte ici par des flèches. De telles pratiques, comme si des passages avaient été oubliés dans la copie. Alors, de telles pratiques sont peu compatibles avec une prise directe de notes au fil d'un discours oral. Et même certaines formulations d'Eliot ne peuvent être que des reformulations après coup, et non pas les propres phrases de Bergson. Ainsi, par exemple, ceci. Eliot écrit « La vraie action est dans cet état de contemplation », vous voyez les fautes d'orthographe que fait Eliot, ou les fautes de genre ici, « la vraie action est dans cet état de contemplation, ce qui nous le semble ordinairement n'est que l'agitation ». On ne dit pas en français ce qui nous le semble ordinairement, et Bergson ne peut pas avoir dit ça. En revanche, c'est une faute typique d'un anglophone, et donc on voit bien que Eliot reformule à sa manière, mais en français, ses propres notes. Bergson ne peut pas avoir dit cela exactement. C'est une intervention a posteriori dans le texte. Et du reste, l'hypothèse de la mise au net s'accorde parfaitement avec l'arrêt du texte au feuillet 17. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Eliot, par manque de temps, ou pour quelque autre raison, a arrêté sans doute de mettre ses notes au propre, mais sans cesser de suivre le cours. Donc l'absence de notes de cours directes, en fait, n'implique pas que Bergson n'ait pas continué de suivre le cours. Et pourquoi ? On voit que Bergson avait des difficultés à suivre le cours. À plusieurs reprises, il signale par un point d'interrogation entre tirets, par exemple, comme ici, c'est exécuter, point d'interrogation, tant de vibrations dans une seconde. C'est un point qui exécute tant de vibrations. Il n'a pas entendu le chiffre donné par Bergson, il met un point d'interrogation. Parfois, il s'agit de points de suspension. Ils sont très nombreux. Et ils sont même de plus en plus nombreux vers la fin des notes. Et donc, Eliot signale dans sa mise au net les passages qu'il n'a pas entendus ou qu'il n'a pas compris. Parfois même, il transcrit par deux mots superposés, suivis d'un point d'interrogation, son hésitation sur ce qu'il a entendu. L'idée nouvelle de Kant, c'est le mot transcendantal ou bien c'est le moi transcendantal. Et donc, il y a une proximité ici de deux sons, et Eliot se pose la question. Et les deux sont valables. En fait, c'est le mot transcendantal quand on compare avec les autres notes de cours que nous avons. Donc, toutes ces hésitations, tous ces problèmes de compréhension nous rappellent qu'à l'époque, il n'y avait pas de microphone dans les amphithéâtres, et Eliot souffre en plus du handicap de ne pas être un francophone natif. Beaucoup lui échappent dans ce cours, et ce d'autant plus que les conditions de l'écoute ne sont pas idéales. Et donc, si Eliot ne transcrit pas les dernières séances du cours de Bergson, c'est pour les mêmes raisons qui lui interdisent de prendre en note les deux premières, parce que je vous ai dit les notes commencent à la fin décembre, on n'a pas de notes pour les deux premiers cours de Bergson. Pourquoi ? Parce que l'accès à la salle de cours est impossible
ou le cours difficile à entendre. Charles Dubos, dans son cahier de notes, témoigne qu'il le dit, qu'il ne peut assister à la séance d'ouverture du 9 décembre tant il y a de monde. Et le 17 décembre, lendemain du deuxième cours, le quotidien Paris Journal consacre un article à la cohue qui accompagne le philosophe. On s'écrase au cours de M. Bergson, titre le Paris Journal. Plus de 500 personnes ne peuvent pénétrer dans la plus grande salle du Collège de France. Il n'y avait jadis qu'une quarantaine d'étudiants qui suivaient le cours de M. Bergson. Aujourd'hui, la salle est comble. Il faut assister pendant 1 heure à une leçon d'économie politique pour entendre l'éminent philosophe. Dès 4 heures, on ne trouve plus de place. Et les fidèles de M. Bergson, qui ne peuvent pénétrer dans l'amphithéâtre, s'irritent et protestent. Hier, leurs revendications furent plus brillantes et les 500 personnes qui durent renoncer à assister à son cours firent un beau tapage. Les étudiants firent une petite manifestation, etc. Ils s'indignèrent que les oisifs et les mondains prennent les places qui auraient dû leur être réservées. Le journaliste va voir M. Bergson, c'est la deuxième colonne. Comme nous disions à M. Bergson l'irritation de ces jeunes hommes et l'ennui où ils étaient, il nous répondit: les règlements du collège ne nous permettent point de réserver des places pour les étudiants. Cela est contraire à l'esprit de cette maison dont l'enseignement est libre, dont aucun cours n'est fermé. Pour moi, je regrette bien vivement que mes élèves familiers ne trouvent point à se placer. Il y a dans la salle, certes, maints auditeurs dont l'assiduité, je dois le dire, m'étonne. Ce qu'il faudrait, c'est un amphithéâtre, il fait allusion sans doute à ces mondains qui viennent, ce qu'il faudrait, c'est un amphithéâtre plus vaste. Moi-même, je suis fort gêné par la chaleur étouffante de la salle où je cause. Et on interroge M. Picavet, le secrétaire du collège, qui répond qu'un généreux donateur nous permette de construire un amphithéâtre plus grand. Nous avons le terrain, mais pas d'argent pour entreprendre les agrandissements nécessaires. Et le journaliste conclut, avec quelques dépits, les étudiants abandonnèrent la place et, toute contrite, Madame la princesse Murat, qui n'avait pu entendre le maître, regagna son automobile. En fait, les dames du monde envoyaient leur chauffeur réserver la place, chauffer la place, et elles arrivaient ensuite. Et les conditions donc d'écoute du cours étaient extrêmement mauvaises. Il n'y avait pas de place assise pour tout le monde. Il y avait du bruit, comme vous l'entendez. Bergson a cherché à faire cours à la Sorbonne, puisqu'il y avait des amphithéâtres plus grands à l'époque. Le collège ne le lui a pas autorisé. Et c'était tellement fatigant de faire cours ainsi pour Bergson que peu d'années après, Bergson a arrêté de faire cours. Parce que c'était beaucoup trop prenant, il y avait beaucoup trop de monde et ça lui demandait trop de tension. Vous voyez ici, alors ces photographies sont bien connues, mais elles datent non pas de 1911, mais de 1914. On écoute aux fenêtres le cours de M. Bergson. Et alors, un document qui est un peu moins connu, qui est dans le livre de Nancy Duval Hargrove, c'est Bergson Attraction, toute la foule en anglais, c'est la foule même des Anglais qui viennent suivre le cours de Bergson. Bref, Eliot a du mal peut-être qu'il n'y arrive même pas à entrer dans les salles de cours. Il l'entend et il comprend mal, comme je vous l'ai dit. Il ne saisit pas, par exemple, le nom de l'artiste cité par Bergson, le 20 janvier. Bergson cite un artiste, Eliot pense qu'il est grec, et en fait, c'était le peintre Jean-François Millet. C'est vrai qu'il n'entend vraiment pas tout. Il écrit, Eliot, que la vue de Dieu est tout à fait actuelle, tandis que Bergson, en fait, a dit qu'elle est toujours virtuelle. Donc il comprend à l'envers. Il note que pour Kant, il est possible de prendre conscience de la manière d'être du moi, alors qu'en fait, Bergson dit exactement l'inverse. Ça, on le sait, je le sais, parce que j'ai lu les autres notes de cours des auditeurs à la même époque. Et à partir de février, les points de suspension signalant des lacunes deviennent de plus en plus nombreux. Là, vous avez la dernière page des notes. Vous voyez ces points de suspension avec le mot en anglais hiatus, qui veut dire lacune en anglais, ici. Et puis il y a d'autres points de suspension ici, qui montrent que, voilà, Eliot ne comprend pas tout. Bref, le carnet contient non pas des notes prises sur le vif, mais une mise au net. Et cela explique le mystère de la fin du carnet resté vierge, soit que Eliot n'ait pas jugé utile de reporter des notes trop lacunaires, incompréhensibles ou fautives, parce qu'il y avait des erreurs il ne comprenait pas tout, soit qu'il n'ait pas eu la possibilité même de transcrire le cours et qu'il soit resté debout au fond de la salle, sans la possibilité de prendre des notes. Alors malgré tout, qu'apporte la connaissance de ces notes à la connaissance même du cours de Bergson? Le cours de Bergson, à cette époque-là, était consacré à la question de la personnalité. Et ce cours était jusqu'à présent connu par le long compte-rendu
qu'en proposa Jules Grivet dans la revue Les Études et qui est reproduit dans le volume des mélanges de Bergson dans la grosse édition des PUF. Et le grand bergsonien, qui est le philosophe, historien de la philosophie Henri Gouillet est persuadé de retrouver des échos précis de ce cours de Bergson sur la personnalité dans les conférences que Bergson a faites à Édimbourg en 1914 et à Madrid en 1916, qui sont des conférences qui portent sur la même question de la personnalité et dont de copieux sommaires ont été repris dans le volume des mélanges. Donc, on pensait que ces conférences et le compte-rendu paru à l'époque nous donnaient une image assez fidèle du cours de Bergson. En réalité, ce que révèlent les notes prises par T.S. Eliot que j'ai dites, ainsi que les deux autres ensembles de notes inédites qui sont conservées à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, à savoir ces notes de Charles Dubos et puis celles de l'auditeur anonyme, c'est que le cours de 1910-1911 avait un caractère beaucoup plus affirmé d'histoire de la philosophie, et en tout état de cause lors des 10 premières séances. Et lorsqu'on lit le résumé du cours fait par Grivet, on n'a aucune idée, strictement aucune idée de cet aspect historiographique du cours. Et en fait, ce qu'on croyait être un compte-rendu du cours n'était pas un compte-rendu du cours donné par Grivet, c'est en fait plutôt une discussion libre des théories de Bergson, en fait une discussion assez critique. Et voici en effet les thèmes abordés par Bergson lors des 10 premières séances du cours, tels que j'ai pu les reconstituer à partir des notes d'Eliot et à partir des notes des auditeurs. Alors, je ne vais pas faire ça en détail, mais enfin bon, ça commence par les théories, l'histoire des théories de la personnalité, les différents types de théories dans la deuxième séance, empirique, rationaliste, criticiste. Ensuite, on passe à des philosophes particuliers, Hume, et ensuite, alors Hume, Bergson y reste pendant les troisième et quatrième séances. Ensuite, on arrive à la théorie rationaliste ou métaphysique de la personnalité, c'est-à-dire en fait Platon, Aristote, Plotin. Ce sont les 5e et 6e séances. Puis, à la 7e séance, on arrive à la théorie criticiste de la personnalité, Kant qui continue à la 8e séance, la question du transcendantal, et puis la réflexion sur le temps, la 9e séance, le temps comme construction, la multiplicité du durée, et la 10e séance à laquelle Eliot n'assiste pas, mais qui est très intéressant sur les images du temps et de la durée. Bref, et puis il y a 10 séances supplémentaires qui se succèdent jusqu'au 19 mai 1911. Alors, pour reconstituer le contenu du cours de Bergson, qui croise souvent, et parfois textuellement, comme on le voit ici déjà, des thèmes traités dans l'essai sur les données immédiates de la conscience et dans l'évolution créatrice, eh bien, le cahier d'Eliot, qui est moins fiable et plus lacunaire, comme on vient de le voir, se révèle en général moins utile que les notes de l'auditeur anonyme ou de Dubos. Et je dirais que c'est l'occasion ici d'une remarque sur le devenir de tout cours, de tout enseignement. Donné dans l'instant, l'enseignement n'existe que dans l'oreille et dans l'esprit de chaque auditeur. Et c'est encore plus vrai à l'époque de Bergson. Le cours n'était pas enregistré comme aujourd'hui, et les notes même de Bergson ont disparu. Nous n'avons donc conservé que des traces éparses et parfois divergentes de la parole prononcée. Reconstituer la parole de Bergson passe par la confrontation des différents témoins que nous avons conservés. Et il en va de même aujourd'hui. Ce que je dis en ce moment, hic et nunc, prend une dimension, sinon même une nature toute différente dans l'esprit de chaque auditeur. Chacun de vous entend différemment ce que je dis. Le conférencier sème à tout vent, comme disait Pierre Larousse au début de ses dictionnaires. Mais c'est ici peut-être plutôt la parabole évangélique du semeur qu'il faut convoquer. Chaque terrain où tombe la parole est différent et porte des fruits différents en fonction du terrain. Ou bien, on pourrait prendre une image d'inspiration beaucoup plus bergsonienne. En résonnant à travers le grand amphithéâtre du Collège de France, ou à la salle 8, la parole de Bergson, et j'oserais même dire la pensée de Bergson, eh bien, elle se diffracte. Et cette question de la diffraction, elle est très récurrente chez Bergson. La parole de Bergson se diffracte comme à travers un prisme. Et elle prend dans l'esprit et dans les notes de chacun de ses auditeurs une couleur différente. Violette ici, rouge là, là-bas encore, jaune ou verte. Et Eliot écrit à la fin, enfin, au début plutôt de son poème Burnt Norton, « My words echo thus in your mind ». Mes paroles font écho ainsi dans votre esprit. Et je reviendrai bientôt sur ces mots de Eliot. Eh bien, cet écho des paroles dans l'esprit, c'est bien ainsi que se passe toute lecture. Tout livre est également lu différemment par chacun de ses lecteurs. Chaque lecteur a une image différente du livre. Et c'est bien la caractéristique
de tout phénomène de réception. Mais la différence entre le livre d'un côté et la leçon orale de l'autre, c'est que le livre existe toujours une fois qu'il a été lu. On peut toujours y revenir, tandis que la leçon orale, quant à elle, est définitivement perdue. Et on est un peu ici, pour reconstituer le cours, on est un peu dans la situation du philologue qui veut éditer un texte grec ou latin antique dont l'original a été perdu et dont il ne subsiste que des copies fautives. Il faut recréer un stemma, un arbre généalogique des cours. Reconstituer la parole perdue de Bergson, et par-delà sa parole, sa propre pensée, ne peut se faire qu'en rassemblant les différents rayons de lumière en lesquels elle s'est diffractée et dont on peut retrouver les traces à travers les différents ensembles de notes qui nous sont parvenus. Et ce processus de fusion de l'arc-en-ciel pour revenir à la lumière blanche de l'origine, c'est le travail proprement du philologue. C'est précisément ce travail de comparaison, de confrontation entre les trois ensembles de notes à notre disposition pour tâcher de reconstituer une parole originelle, et c'est ce travail-là auquel je me suis attelé pour l'édition de ces notes d'Eliott. Alors, il va de soi qu'avec seulement trois ensembles de notes, qui plus est fragmentaires, avec seulement trois couleurs, si je puis dire, le retour à la pure lumière blanche d'origine n'est pas garanti. Néanmoins, les trois couleurs peuvent se compléter assez bien, et c'est ce qui se passe avec nos trois ensembles de notes. Je vous ai dit que les notes de cours d'Eliott étaient un peu lacunaires. Et je reviens ici au cours de Bergson. Eh bien, Eliott, malgré ses handicaps de locuteur non natif du français, Eliott se montre en revanche beaucoup plus attentif que les autres auditeurs aux images proposées par Bergson. Eliott, par exemple, est le seul à rapporter la métaphore de la poussière d'impression en laquelle Hume dissout le moi. Hume donne une poussière et vous un flux, ici une flux. Eliott est le seul à noter la comparaison ayant pour objet l'attention braquée sur la vie intérieure comme un appareil photographique. Eliott est le seul à décrire la représentation traditionnelle du temps comme un milieu homogène où tombe une pluie d'éléments. Comme une pluie d'éléments. Or, s'il y a une pluie, il faut qu'il y ait un réservoir. Et Eliott est également beaucoup plus sensible aux remarques linguistiques et métadiscursives de Bergson. C'est chez Eliott seul que l'unité sonore des mots fleurs ou fruits, par opposition à la multiplicité des lettres qui composent ces mots-là, que cette unité sonore des mots fleurs et fruits devient un symbole de l'unité de notre personnalité. Et je reviendrai là-dessus, puisque l'exemple va revenir tout à l'heure. Et il est aussi le seul, Eliott, à écrire, dans un argument contre la technicisation introduite par Kant dans le langage philosophique, que il n'y a pas de théorie si profonde qu'elle ne puisse s'exprimer dans le langage de tout le monde. Il n'y a pas de théorie si profonde qu'elle ne puisse s'exprimer dans le langage de tout le monde. Eliott est le seul à noter cela. Et cette attention d'Eliott au langage signale en lui le poète qu'il est déjà en 1910. Et de fait, on ne saurait sous-estimer l'apport de ce cahier à la connaissance et à la compréhension de la genèse de l'œuvre poétique et critique d'Eliott. Par exemple, dans le cours, pour montrer le caractère fondamental de l'unité du moi, même si cette unité se déroule sous la forme d'états d'âme successifs, Bergson offre une comparaison avec l'art du discours chez les Grecs. Dans le discours, dans la rhétorique grecque, l'intention du discours est elle est unique, mais les arguments sont multiples. Et de même que le mélange des couleurs aboutit au blanc, je reprends ici le discours de Bergson, de même, plus il y a d'arguments et de complexité dans le discours, plus devient sensible l'unité profonde du discours de l'orateur. La rhétorique, nous dit Bergson, est l'art de développer l'unité d'une intention dans une complexité de paroles. Et Bergson cite en renfort le peintre Millet, je faisais allusion à cela tout à l'heure, le tableau n'est complet que quand chaque figure ne peut prendre une position autre que celle qu'elle a. Et on croirait en fait entendre ici déjà la fameuse théorie du corrélatif objectif,
Objective Correlative, qu'Eliot développera en 1919, est devenu depuis un lieu classique, un locus classicus, un cliché, un topos de la critique littéraire anglophone. Je cite ici cette réflexion d'Eliot sur le corrélatif objectif, où il pose ce concept dans un article de 1919. La seule manière d'exprimer une émotion sous la forme artistique est de trouver un corrélatif objectif. En d'autres termes, une série d'objets, une situation, une suite d'événements qui constitueront la formule de cette émotion particulière, si bien que lorsque les faits extérieurs qui doivent aboutir à une expérience sensorielle sont donnés, l'émotion est immédiatement évoquée. L'inévitabilité artistique repose sur cette adéquation complète de l'extériorité à l'émotion. L'inévitabilité artistique, c'est-à-dire que l'œuvre achevée est inévitable en tant que telle. Aucune figure ne peut prendre une position autre que celle qu'elle a. L'œuvre achevée est tendue tout entière vers un effet unique et cohérent. Et dans cette inévitabilité, réside l'un des principes de ce code formaliste de l'art et de la littérature qu'Eliot contribuera à élaborer dans son travail critique. Et frappante donc est la convergence entre ce corrélatif objectif eliotien et les propos tenus par Bergson dans le cours de 1911. Mais plus étonnant encore sont les emprunts textuels. Plusieurs semaines de suite, Eliot entendit Bergson insister sur l'unité profonde du moi, malgré ses manifestations diverses, telles qu'elles sont en particulier contraintes par la succession temporelle. Le moi se donne apparemment dans le temps, mais ce temps n'est qu'un prisme, c'est l'image de Bergson, je reviens au prisme, mais ce temps n'est qu'un prisme diffractant une unité originelle, qu'il est possible cependant de retrouver, cette unité, en se situant au niveau de la durée. Et vous avez vu à l'instant combien la comparaison avec l'art, avec la rhétorique, servait à faire mieux comprendre cette unité profonde du moi, la multiplicité des arguments, mais l'unité de l'intention. C'est la même chose pour le moi. Or, quand on regarde la poésie d'Eliot, on pourrait grossièrement résumer l'évolution de la poésie d'Eliot depuis les poèmes des années 1910 jusqu'à ceux des années 40 comme une entreprise de reconquête de la durée et de l'unité du moi contre le morcellement et la dissolution imposés par les forces monstrueuses de la modernité et contre l'angoisse existentielle qui en résulte. Si vous regardez par exemple les poèmes qui ont été écrits en 1911, l'année même du cours de Bergson, Rhapsody on a Windy Night et The Love Song of J. Alfred Prufrock, donc Prufrock et la Rhapsodie sur la nuit venteuse, ce sont des deux poèmes qui font le constat du déchirement temporel du moi. Quelques années plus tard, The Wasteland, la terre vaine, en 1922, laisse entrevoir la possibilité d'une réconciliation avec ces mots shanti, shanti en sanskrit, la paix, sérénité, qui interviennent à la fin. Et puis, à la fin de la carrière poétique d'Eliot, The Four Quartets, les 4 quatuors, entre 36 et 43, replacent finalement le moi dans la cohérence d'une durée et d'une paix retrouvée. Regardons par exemple ce qui se passe dans Rhapsody on a Windy Night, ce poème de 1911, publié plus tard, en 1917. Rhapsodie sur une nuit venteuse. Vous y voyez l'expression de l'éparpillement temporel du moi qui s'égrène au fil des réverbères que le narrateur croise l'un après l'autre lors d'une déambulation nocturne. Le narrateur, le poète, se promène dans la rue et chaque réverbère allume sa conscience. Et entre ces deux réverbères, c'est le noir absolu. 12 o'clock, along the reaches of the street, held in a lunar synthesis, whispering lunar incantations, dissolve the flaws of memory, and all its clear relations, its divisions and precisions. Every street lamp that I pass beats like a fatalistic drum, and through the spaces of the dark, midnight shakes the memory, as a madman shakes a dead geranium. 12 coups sur toute l'étendue de la rue saisie dans une synthèse lunaire, le murmure d'incantations lunaires dissout les sols de la mémoire et la transparence de toutes ces relations, ces divisions, ces précisions. Chaque réverbère devant lequel je passe bat tel un tambour fataliste, et tout le long des espaces obscurs, minuit secoue la mémoire comme un fou qui secoue un géranium mort. Vous voyez bien qu'ici, l'unité du moi est perdue. La mémoire qui devait la préserver est devenue un géranium mort secoué par un fou. Pour autant, le poème n'est pas anti-bergsonien.
Au contraire, la rhapsodie décrit en termes parfaitement bergsoniens l'aporie, l'impasse d'une durée qui a été projetée dans l'espace. La succession des lampadaires éclairant tour à tour la psyché du narrateur, tandis que sonnent les heures et les demi-heures, c'est ce qu'on voit dans la suite du poème, là vous n'avez que le début du poème, peut se lire en réalité comme la pure transposition poétique d'un passage de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Voici. Ainsi, quand j'entends un bruit de pas dans la rue, je vois confusément la personne qui marche. Chacun des sons successifs se localise alors en un point de l'espace où le marcheur pourrait poser le pied. Je compte mes sensations dans l'espace même où leurs causes tangibles s'alignent. Peut-être quelques-uns comptent-ils d'une manière analogue les coups successifs d'une cloche lointaine. J'ai souligné en rouge les rapprochements que l'on pouvait faire avec les poèmes d'Eliot. Vous voyez que pour Bergson, une telle transposition spatiale de la succession revient précisément à s'éloigner de la durée intérieure. Et en comptant sa vie réverbère après réverbère, le narrateur éliotien opère de même. Or, il faut être bergsonien et non pas anti-bergsonien pour pouvoir donner de cet échec le constat désespérant qu'offre le poème. Et vous avez la même chose dans Prufrock. Le jeune Prufrock, ici, rencontre avec le temps un problème analogue de dissociation. For I have known them all already, known them all. Have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. Car je les ai déjà tous connus. J'ai connu les soirées, les matins, les après-midi. J'ai mesuré ma vie avec des cuillères à café. Bon, c'est un tout petit extrait du poème. Mais mesurer sa vie avec des cuillères à café. Qu'est-ce, sinon, la dissoudre dans des abstractions répétitives, mesurer ce qui, justement, ne devrait pas être mesuré, mais vécu. Il y a une différence entre la vie et la mesure. Et subvertir la propre recommandation de Bergson, qui prenait dans l'évolution créatrice la fonte du sucre, comme l'exemple même de l'expérience de la durée. Vous avez le texte de Bergson ici, où il dit que la succession est un fait incontestable même dans le monde matériel. Nos raisonnements sur les systèmes isolés ont beau impliquer que l'histoire passée, présente et future de chacun d'eux serait dépliable tout d'un coup en éventail. J'insiste sur ce passage que je mets en rouge, vous le reverrez apparaître tout à l'heure, ici comme l'exemple même de la possibilité d'abstraire le passé, le présent, le futur dans le temps. Nous allons y revenir tout de suite. Mais Eliot prend l'exemple bien connu du verre d'eau sucrée. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Qu'est-ce à dire sinon que le verre d'eau, le sucre et le processus de dissolution du sucre dans l'eau sont sans doute des abstractions et que le tout dans lequel ils ont été découpés par mes sens et mon entendement progresse peut-être à la manière d'une conscience. En fait, Prufrock applique les conseils de Bergson à la lettre, quoiqu'à l'envers. Il s'enferme dans une prison temporelle dépressive. Il s'attache aux données de l'abstraction, aux données abstraites et uniformes, les soirs, les matins, les après-midi, les cuillères à café. Mais au lieu d'expérimenter le surgissement inépuisable de la durée. Et il n'est pas anodin que Prufrock exprime son expérience dans un monde où le sucre ne se distribue pas en morceaux de sucre comme en France, c'est ce à quoi pense Bergson, mais il se distribue, et le sucre est toujours en poudre, il se distribue avec la cuillère à café. On met le sucre avec la cuillère dans le verre d'eau sucrée ou dans le café. Ce qui vous explique ce détail du coffee spoon, de la cuillère à café dans le poème de Prufrock. Voilà. Donc, là, c'est une coïncidence qui est assez amusante et un peu toute petite, mais qui est assez intéressante. Mais ça nous amène à la révélation la plus étonnante de ce cahier de cours. Parce que la formule mise en gras que j'ai mise ici, dans la citation de Bergson, l'histoire passée, présente et future serait dépliable tout d'un coup en éventail par la science, elle figure dans les notes d'Eliot en 1911 sous une forme un peu différente. Passé, présent et avenir sont un que l'abstraction décompose. Passé, présent et avenir sont un que l'abstraction décompose. Or, cette phrase, elle est triplement curieuse. Elle est curieuse d'abord parce que Eliot est le seul des auditeurs du cours à la rapporter. Elle n'existe pas dans les autres notes. Ensuite, elle est vigoureusement soulignée dans un cahier qui ne compte en fait que 2 phrases complètes ainsi mises en évidence. Donc c'est la seule phrase qui est vraiment entièrement soulignée. Et puis surtout, on la retrouvera presque mot pour mot, un quart de siècle plus tard, au tout début de Burnt Norton, qui est le premier poème des 4 quatuors.
Alors, dans le cours de Bergson, la formule qui a été notée par Eliot se présente comme un commentaire de John Stuart Mill qui parle de l'aporie à laquelle aboutit sa propre réflexion sur le temps. John Stuart Mill est un philosophe associationniste et comme il est extrêmement honnête avec lui-même, il montre les problèmes, les impasses de la théorie associationniste de la personnalité, la théorie associationniste de l'esprit. Et donc, je lis seulement la dernière partie de cette citation de John Stuart Mill, qui est commentée sans doute dans le texte à laquelle Bergson fait référence. Ce qui est véritablement incompréhensible peut-être, c'est que quelque chose qui a cessé ou qui n'existe pas encore puisse être malgré tout, d'une certaine manière, présent. C'est qu'une série d'impressions, dont les plus nombreuses, infiniment plus nombreuses même, sont passées ou futures, puissent se rassembler, pour ainsi dire, en une idée présente et simple, accompagnée d'une croyance en sa réalité. Le problème est comment, si on dit que l'esprit est une série d'impressions successives, comment la série d'impressions peut-elle avoir conscience d'elle-même en tant que série ? Il ne devrait y avoir que des impressions successives, donc conscience de chaque instant, mais pas de la conscience du passé et du futur. Or, c'est ce qui se passe. Donc, il y a là un problème de la théorie associationniste que constate Mill. Donc, Mill avoue lui-même ne pas pouvoir résoudre cette difficulté propre à la théorie associationniste qui a pourtant ses faveurs. On a tort donc, dit-il, en conséquence, et c'est ce que dit Bergson, de vouloir abstraire ces notions de passé, de présent et d'avenir qui forment dans la conscience une totalité indivisible. Passé, présent et avenir sont un que l'abstraction décompose. Le problème donc est artificiel. Or, les réflexions d'Eliot sur la tradition, que j'ai lues au début de cette conférence, elles sortent tout droit d'une telle phrase. C'est-à-dire que le temps constitue un ordre idéal où le passé oriente autant le présent que le présent modifie le passé, parce qu'ils sont un, en fait, dans l'esprit. Et donc la conception éliotienne de la tradition, elle est déjà présente dans cette phrase notée par Eliot dans le cours. Donc le critique futur est déjà là, de cette manière, dans cette note de cours de 1911. Mais aussi le critique de la tradition de la culture. Mais le poète futur également est déjà là. Car 25 ans plus tard, Eliot ouvre Burnt Norton, qui date de 1936, par ces vers qu'il avait tirés d'une première version qu'il avait écrite avant, un an plus tôt, de Meurtre dans la cathédrale, qui n'a pas été reprise dans Meurtre dans la cathédrale, qui sont ces vers célèbres. Voilà. Et là, je vais pouvoir vous donner la lecture par Eliot lui-même de ce poème. Burnt Norton. Time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unredeemable. What might have been is an abstraction, remaining a perpetual possibility only in a world of speculation. What might have been and what has been point to one end which is always present. Footfalls echo in the memory, down the passage which we did not take, towards the door we never opened into the rose garden. My words echo thus in your... Ah, sorry. Excusez-moi. Dommage, j'aurais volé... My words echo thus in your mind. Bon, j'ai arrêté, voilà. Le temps présent et le temps passé sont tous deux présents peut-être dans le temps futur, et le temps futur contenu dans le temps passé. Si tout temps est éternellement présent, tout temps est irrémissible. Ce qui aurait pu être est une abstraction qui ne demeure un perpétuel possible que dans un monde de spéculation. Ce qui aurait pu être et ce qui a été tendent vers une seule fin qui est toujours présente. Des pas résonnent en écho dans la mémoire, le long du corridor que nous n'avons pas pris, vers la porte que nous n'avons jamais ouverte, sur le jardin de roses. Mes paroles font écho, ainsi, dans votre esprit. C'est la belle traduction de Pierre Léris. Alors, on reconnaît d'emblée dans l'ouverture de ce poème un écho de la réflexion de saint Augustin sur le temps dans le livre 11 des Confessions. Alors, je n'ai pas le temps ici, justement, d'en parler, j'arrive à la fin de ma leçon, mais simplement, ce que dit Augustin, je arrive à la fin de la réflexion d'Augustin dans le livre 11 des Confessions, c'est que, en fait,
Augustin essaie de démontrer que le futur, le passé n'existe pas, que l'être humain n'a pas accès à cette réalité du temps par rapport à ce qui est l'éternité divine. On ne peut dire, je prends ici la phrase en rouge, on ne peut dire à proprement parler qu'il y ait 3 temps, le passé, le présent et le futur. Mais peut-être serait-il plus juste de dire il y a 3 temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes, le présent des choses futures. Nous n'avons accès chaque fois qu'à du présent. C'est-à-dire, le présent des choses passées, c'est le souvenir, et le présent des choses futures, c'est leur attente ou leur espoir. Mais nous n'avons pas accès au temps lui-même. Seul Dieu a accès au temps. Donc saint Augustin veut montrer l'incommensurabilité du temps humain, qui n'est qu'une illusion, l'incommensurabilité du temps humain avec l'éternité de Dieu. Or, d'une certaine manière, Eliot dit presque l'inverse dans le poème Burnt Norton. Il dit que si l'on considère bien notre expérience humaine du temps, nous pouvons accéder à une expérience de l'unité indissoluble du temps, ce que Bergson, en fait, nomme la durée. Et donc, dans ce poème, Burnt Norton, au-delà du souvenir de Saint-Augustin, maintenant que nous avons lu ce carnet de notes du cours de Collège de France, il est difficile de ne pas reconnaître également la superposition indiscernable d'un autre souvenir, et même d'un quadruple souvenir, celui de cette phrase « passé, présent et avenir sont un » que l'abstraction décompose. Souvenir de John Stuart Mill, que je citais tout à l'heure, que je citais Bergson, souvenir de ce cours, évidemment, de 1911, souvenir de l'essai sur les données immédiates de la conscience et de l'évolution créatrice, et souvenir donc de cette phrase soulignée par lui dans le cahier, affirmant une continuité infrangible du moi dont le présent forme un tout avec le passé et avec le futur. Et dans le poème, lorsque vous le lisez, vous voyez que Eliot redouble et inverse poétiquement l'argument philosophique. Oui. Si passé, présent et avenir sont un, alors le présent et le passé sont aussi contenus dans l'avenir. Time present and time past are both perhaps present in time future. Et cela, c'est source d'espérance. L'idée que le passé et le présent sont contenus dans l'avenir. Mais le futur non réalisé du passé, what might have been, ce qui aurait pu être, est aussi contenu dans le passé. Time future contained in time past. C'est-à-dire, puisque c'est contenu dans le passé, contenu également dans le présent. They point to one end, which is always present. Et cette idée que le futur non réalisé du passé est contenu dans le présent, cela est source de paix par absence de remords. Est-ce ainsi donc que les paroles de 1911 font écho dans l'esprit? My words echo thus in your mind. Et en fait, nous revoyons dans ces vers d'Eliot au début de Burnt Norton, nous retrouvons les propositions d'Eliot sur la tradition que je mentionnais tout à l'heure. Première thèse, je vous rappelle, le temps consiste en une modification psychique. Deuxième thèse, le temps est une totalité ordonnée par l'esprit. Troisième thèse, en tant qu'objet mental, le temps n'obéit pas aux lois habituelles de la succession. Futur, passé et présent sont contenus l'un dans l'autre. Or, il y a plus encore, et j'en arrive à mon tout dernier point. Dans le cahier de 1911, à la place exacte de la phrase notée par Eliot, Charles Dubos et l'auditeur anonyme enregistrent une comparaison linguistique utilisée par Bergson, mais qu'on ne retrouve pas dans le texte d'Eliot, dans les notes d'Eliot. Voici ce que disent les notes anonymes à ce même endroit du cours. Le fil de la conscience consiste en sensations présentes, mais aussi en souvenirs et attentes. Mais ce qui est donné, c'est du temps, de la durée, quelque chose de continu. C'est comme un mot, par exemple, court. Court, le mot court, composé de 5 lettres. Comment U se rattache-t-il à O et à R? Comment le passé est-il rattaché au présent? Il n'y a pas de lettres. Ce qui existe, c'est le son court. Il n'y a pas à savoir pourquoi les lettres tiennent. Ce qui existe, c'est l'unité indivisible du mot. Le problème est artificiel. Le moi peut être séparé en une série de tranches impliquant passé et présent, mais tout cela indivisé. Le problème est artificiel, puisque les tranches sont artificielles, et il est donc tout à fait artificiel de chercher à les réunir. Et vous revoyez donc apparaître cet exemple du mot
dont les lettres sont liées, mais le mot est prononcé en une seule émission de voix alors que les lettres sont différentes. Eh bien, cela, c'est la métaphore, donc l'image utilisée par Bergson pour définir l'unité du moi et l'unité du temps, en fait, tel qu'il est vécu par le moi. Le problème est artificiel. L'expression, vous l'avez dans, dans le texte même des notes de Bergson. Le problème, donc, est artificiel. Juste après, passé, présent et avenir sont un, que l'abstraction décompose. Donc, passé, présent et avenir sont donc un, comme le mot est un, malgré la multiplicité des lettres. Et lorsque vous regardez le mot, là, vous avez compris que lorsque, c'est là, ici l'image du mot utilisé par Bergson, vous la retrouvez dans le texte de Burnt Norton. My words echo thus in your mind. My words, mes paroles font écho de même dans votre esprit. De même que les bruits de pas, footfalls, faisant écho dans la mémoire, convergent irrésistiblement vers cette porte qui ne fut jamais ouverte et vers ce jardin de roses mystérieux. De même, le mot se donne dans une unité qu'on ne saurait briser. Et cette image de la marche, c'est l'image qu'on avait, vous vous rappelez, dans Rhapsody on a Windy Night, mais là c'était une marche qui était divisée par la succession des réverbères. Mais là, ce que dit Bergson de Burnt Norton, c'est que la marche, en fait, elle est indivisible. Et que, de même, le mot lui-même est indivisible, et l'unité du mot, c'est en fait l'unité du temps à l'intérieur même de l'esprit. Le chemin, qu'il soit fait de pas ou de lettres, n'est pas divisible. Ce qui aurait pu être se joint indissolublement dans l'esprit à ce qui a été. My words echo thus in your mind. Je conclus. Le chemin qui monte et celui qui descend sont un seul et même chemin, écrit Héraclite dans un fragment qu'Eliot place en exergue des Four Quartets. Et Eliot, relisant en 1935 l'Eliot bergsonien qu'il fut en 1911, il le relit à la lumière de son évolution ultérieure. Il est devenu idéaliste. Il en fait, en relisant ces notes de cours, il fait de ces notes de cours une profession de foi idéaliste. Il fait de cet Eliot bergsonien de 1911 l'idéaliste radical qu'il est depuis devenu. Des réminiscences, des images, des formules anciennes affleurent à sa conscience. La leçon de Bergson n'a pas seulement fourni des thèmes à la poésie d'Eliot, elle est elle-même devenue autre dans l'esprit du poète. Elle se recompose, elle a pris un autre chemin. Du nouveau a surgi. Un poème est sorti, Burnt Norton, qui parle du temps et des fleurs, comme le cours de Bergson. Un poème qui évoque en leitmotiv le passé, le futur et le présent, comme le cours de Bergson. Un poème qui chante l'âme plotinienne placée hors du temps, comme le cours de Bergson. Un poème qui chante le point matériel qui vibre ou qui danse, comme le cours de Bergson, ou qui parle du fleuve qui coule immobile, comme le cours de Bergson. Ça, le fleuve immobile, vous l'avez dans Dry Salvages, qui est un autre poème des 4 quatuors. Et si tout cela figure déjà dans le cahier de 1911, une telle évolution ne peut être que créatrice. Et une telle évolution créatrice, pour reprendre le titre de Bergson, ne peut pas être fondamentalement anti-bergsonienne. Alors, mais le projet poétique lui-même, faire un poème, est-ce que cela n'a pas soi-même force philosophique ? Puisque le projet poétique permet d'atteindre, par sa forme, un certain point de contemplation d'ordre mystique, susceptible de pénétrer au cœur du changement et de la durée intime des choses du monde. Cette pénétration au cœur de la durée intime des choses dont le cours du Collège de France enseigne l'absolue nécessité. Et je reprends ici les dernières lignes des notes de cours d'Eliot dans son cahier. En saisissant les choses sous cette forme, c'est Bergson qui parle, en saisissant les choses sous cette forme, nous rendons la vie aux choses. Nous arriverons à vivre davantage. L'art est un accroissement de vitalité. Nous arriverons à vivre davantage. Or, Burnt Norton offre également cette même leçon, cette leçon de l'art qui nous fait entrer dans la durée intime des choses. Là, c'est un autre extrait de Burnt Norton, lu par T.S. Eliot, si j'arrive à trouver... Non, voilà, c'était... Word. C'est moi. Voilà. Words move. Music moves only in time. But that which is only living can only die. Words after speech reach into the silence.
Only by the form, the pattern, can words or music reach the stillness as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness. Les paroles se meuvent, la musique se meut seulement dans le temps. Mais cela qui vit seulement peut seulement mourir. Les paroles, après le discours, atteignent au silence. Ce n'est que par la forme, le motif, que les paroles peuvent, ou la musique, atteindre le repos, comme un vase chinois se meut perpétuellement dans son repos. Eh bien, les paroles de Bergson se sont éteintes, mais la poésie, par sa forme, par sa structure, par ses motifs, permet de perpétuer ces paroles de Bergson. Le poème est façon d'entrer dans le mouvement immobile des choses. Burnt Norton introduit le lecteur dans une stase, un arrêt du temps. On se rappelle ce que disait Faust, arrête-toi, instant, tu es si beau. Faust, un instant qui passe. Cette stase est aussi l'expérience physique d'un concept métaphysique. C'est le type même d'expérience auquel invitait Bergson par le morceau de sucre fondant dans l'eau. Bergson invitant à rentrer en soi-même et à faire l'expérience de la durée. Burnt Norton, le poème, est le coffret, l'écrin précieux, ou le vase chinois, dans lequel Eliot a enclos l'héritage de la leçon de Bergson, la leçon de 1911, la leçon du Collège de France. Et je vous rappelle ici ce que disait Bergson au début de ce texte que je vais déjà citer. On trouvera souvent que les parties de l'œuvre d'un poète, non seulement les plus belles, mais les plus individuelles, sont précisément celles où les poètes morts, ses ancêtres, affirment le plus vigoureusement leur immortalité. Et je ne parle pas ici de la période impressionnable de l'adolescence, mais de celle de la pleine maturité. Les 4 quatuors font partie de la pleine maturité d'Eliot, et on y retrouve le souvenir, non pas seulement de poètes morts, mais d'un philosophe qui n'est pas encore mort, mais dont Bergson a suivi les cours Bergson. Et donc c'est à nous maintenant, aujourd'hui, qu'il revient de recevoir cet héritage, d'ouvrir délicatement l'écrin, ou de transvaser avec précaution le contenu du vase chinois, pour y faire apparaître ce que Bergson avait voulu léguer à ses auditeurs de 1911. Je vous remercie. J'étais trop long. Je remercie beaucoup, et je crois de le faire au nom de vous tous, pour ce cours si fondamental. Notre collègue et désormais ami William Marx, puisqu'il nous a mis dans cette condition privilégiée et délicate d'être des héritiers conscients maintenant, et donc avec des responsabilités supplémentaires. Sa leçon nous a non seulement reconduit à l'année 1910, au cours de Bergson, à la présence de Eliot et de Charles Dubos, que j'ignorais, mais aussi à cette, je dirais, activité, pour ainsi dire, de la mémoire collective qui fait que des auditeurs différents puissent prendre des notes différentes en suivant la même parole. Nous l'avons vu à propos de l'exemple final, C-O-U-R-T, mais qui est omis par Eliot, sauf la conclusion, c'est-à-dire l'abstraction, et d'autres encore, n'est-ce pas? Et aussi le travail de reconstitution que William Marx a fait en suivant les autres cahiers de notes. Il y a aussi l'autre plan, comment Eliot a profité de 1910 à 1936 de ces notes. Et là, c'est un travail fondamental et même vertigineux, parce que, comme il l'a montré, il y a derrière les affirmations de Bergson la leçon d'Augustin, presens praeteriti, presens presentis, presens futuri,
Mais en même temps, Eliot, comment dirais-je, absorbe et renverse cette position qui permet en effet de devenir d'une certaine manière responsable du temps. Autrement, si tout est fusionné, comme il le dit, il n'y aurait plus de rémission, il n'y aurait plus d'oubli, mais il y aurait quelque chose, comme Borges l'a dit dans son apologue de Funes el Memorioso. Il n'y a plus la possibilité d'oublier, le pardon est une forme d'oubli de la part d'autrui. Et là, nous sommes vraiment au cœur de l'héritage du XXe siècle. J'ai oublié Stuart Mill, que tu as cité dans la suite de ces, je dirais, legs imbriqués, pour ainsi dire, qui constituent, alors il n'y a jamais une parole singulière, il y a la parole prononcée qui s'unit à la mémoire, et aussi, je dirais, c'est une question que je te pose tout de suite, à l'intention de notre écoute. On voit très bien que Eliot, là où il peut, où les conditions d'écoute le permettent, prend des notes qui ne sont pas les mêmes de Charles Dubos, et en plus, c'est comme s'il les orientait déjà vers son travail spécifique qui va venir de poète. J'ai été du reste très frappé de la contiguïté, pour ainsi dire, des poèmes de la même année ou de l'année suivante et des notes qu'il prend du cours de Bergson. Alors, je m'arrête ici parce que j'ai une foule, moi aussi, je suis pris dans ce tourbillon je dirais, d'échos, de souvenirs, parce qu'à côté, il y a les notes qu'Ungaretti avait prises 2 ans après sur le cours de Spinoza, et qui donnent évidemment, sur une pensée qui n'a pas trop changé, celle de Bergson, des notes différentes qui vont donner lieu à une autre poétique, la poétique d'Ungaretti, tout en sachant que ces gens-là, après, se retrouvent notamment autour toujours de la question augustinienne du temps. Il y a une espèce d'unité profonde, chacun a tiré son accent, mais il y a une unité profonde. Et par exemple, dans la note, je ne dirai pas, c'est pour un autre cours, mais dans la note qu'Ungaretti avait prise des cours de Bergson, Bergson parlait, et je le retrouvais dans l'un de ses livres, d'état d'âme. Or, l'état d'âme, c'est précisément ce que l'on trouve aussi chez Charles Dubos, n'est-ce pas, si mes souvenirs sont bons. Et donc, vous voyez qu'il y a une espèce de koiné qui s'établit d'une manière assez surprenante. C'est comme s'il y avait des tensions qui vont réunir, une espèce de catalysation de la parole elle-même. Mais d'abord, je voulais donc, comme je t'ai dit, te poser cette question à propos du rapport comment dirais-je, de la mémoire et de l'intention individuelle. On est là au cœur de toute problématique de réception. C'est ce que disait Hans-Robert Jauss dans sa théorie de la réception, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, et c'est le mécanisme de toute la lecture, de toute herméneutique, il ne peut pas y avoir de réception d'une œuvre, d'un message, qui ne soit précédé d'une manière ou d'une autre par un horizon d'attente. L'idée qu'il y a en fait déjà un cercle, c'est ce fameux cercle herméneutique, qui fait que toute réception, toute interprétation se fait à l'intérieur déjà d'un système d'orientation de l'esprit qui accueille ce message. Et c'est exactement ce qui se passe pour Bergson. On le voit là en acte entre les différentes notes que nous avons des uns et des autres. Et ce qui est très très étonnant, c'est que effectivement les notes d'Eliot sont beaucoup plus lacunaires que celles en particulier de l'auditeur anonyme, qui est vraiment ces notes devraient être de l'auditeur anonyme devraient être éditées à mon sens. C'est un certain travail parce qu'elles sont assez copieuses et puis elles ne sont pas très lisibles. Enfin parfois elles le sont, mais pas toujours. Mais malgré tout, même si les notes sont lacunaires chez Eliot, elles apportent quelque chose parce que précisément il a un autre horizon d'attente, en particulier cet horizon d'attente poétique, cet intérêt pour le langage qui n'est pas celui
de l'auditeur anonyme, qui est beaucoup plus philosophe, visiblement, et même Dubos ne retient pas les exemples qui sont retenus par les métaphores qui sont retenues par Eliot. Alors peut-être Eliot les a-t-il créées, parce que comme il reconfigure, en fait c'est une misonnette, donc il a ses notes d'origine qui ont été perdues. Et peut-être que les misonnettes que nous avons est peut-être déjà dans le langage même d'Eliot, quelque chose qui est une reformulation propre. Il y a de cela, mais aussi on voit bien que l'abstraction, le temps, le passé, le présent, son temps, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, qui est dans les textes même de Bergson, quasiment, presque pas tout à fait mot pour mot, mais qui n'est pourtant pas noté par l'auditeur anonyme, ni par Charles Dubos. Donc, il y a là vraiment une attention précise d'Eliot aux mots, aux images, une réécriture en fait déjà de la pensée de Bergson dans sa propre pensée qu'il apprivoise, qui l'acclimate, et ce qui est, comme tu l'as dit, tout à fait phénoménal, c'est de penser que cette assistance d'Eliot au cours de Bergson, elle est totalement contemporaine en 1911 de ces deux premiers grands poèmes de l'œuvre d'Eliot, que sont d'un côté Rhapsody on a Windy Night et de l'autre évidemment Prufrock. Les poèmes paraîtront plus tard en 1917, mais en fait ils sont rédigés à ce moment-là, et on y retrouve évidemment les échos extrêmement précis, soit du cours, soit de la doctrine bergsonienne en général, même si c'est pour montrer en fait une conscience déchirée et non pas la conscience apaisée que Bergson voudrait mettre en valeur. Mais le constat de la conscience déchirée n'est pas anti-bergsonien, comme je disais. Il est fait en termes bergsoniens. C'est ça qui me paraît intéressant. Merci beaucoup. Avant de te poser d'autres questions, je voulais d'abord savoir s'il y a, j'imagine que oui, s'il y a des remarques, de curiosité, des questions venant de la salle. Il y a un micro dont vous pouvez parler assis. Alors, en attendant, je viens à ma deuxième question qui part d'une remarque que tu nous as montrée, et je te remercie beaucoup d'avoir souligné la valeur essentielle de ce grand texte, La tradition et le talent individuel de 1919. Et là, si j'ai pris moi-même des bonnes notes, il faudrait voir avec les notes des auditeurs, j'ai noté en abrégé, mais c'est à peu près à la lettre, les conclusions de ce texte, c'est-à-dire que la totalité de la littérature européenne à partir d'Homère serait comme une présence simultanée. Or, présence simultanée nous renvoie évidemment au titre même de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Le vocabulaire n'est pas le même, mais très proche. Tout est simultané, et si tout est simultané, c'est parce que nous en avons une conscience immédiate. Autrement, il y aurait un avant et un après. S'il y a une conscience immédiate, c'est parce que les éléments nous arrivent simultanément à notre conscience. Eh bien, là, il y a déjà, je dirais, à un niveau d'abstraction, c'est-à-dire l'essai, quelque chose qui me semble bergsonien, tu l'as souligné, mais est-ce que tu peux peut-être dire un mot complémentaire autour de cette possibilité entre ces deux formules? Oui, parce qu'il me semble en fait ce que propose Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est une véritable expérience métaphysique. En gros, c'est peut-être la nouveauté bergsonienne, en fait, c'est de dire que la métaphysique, elle peut s'expérimenter. C'est-à-dire qu'on peut faire l'expérience de la durée, l'expérience de l'être des choses soi-même. Et les données immédiates de la conscience, c'est précisément ce qui se donne à nous lorsque nous faisons cette expérience métaphysique de la durée. Donc l'immédiat, ce n'est pas ce que nous croyons être autour de nous, ça c'est quelque chose qui est filtré par les catégories, et en particulier par les catégories abstraites et par l'espace, notre vision, notre spatialisation du temps. Pour Bergson, précisément, retourner aux données immédiates, c'est retourner
à cette expérience du temps fondamentale qui est l'expérience de la totalité du temps. On ne peut pas abstraire, le mot abstraire ici est important, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'abstraction des différents moments du temps, le passé, le présent, le futur. Là, le temps est une totalité à laquelle nous pouvons avoir accès par cette expérience, par cette mise en condition de la durée, quand on est assez sensible à cela. Et il y a là, de ce point de vue-là, une leçon de vie qui est donnée par Bergson. Et lorsque Eliot dit que la totalité de la littérature européenne depuis Homère compose un ensemble simultané, il y a l'idée qu'il y a la possibilité pour le poète, pour l'écrivain, pour l'artiste de manière générale, pour le bon lecteur, par un effort particulier, qui est le même effort que demandait Bergson à son lecteur philosophe, de rentrer dans une perception globale, complète, totale, de la totalité du temps qui nous sépare d'Homère. Parce que tout cela fait totalité. Alors, avec peut-être la différence ici entre Bergson et Eliot, d'abord que Bergson s'intéresse à la question du temps, et là c'est plutôt la question de la culture, hein, évidemment, qui est dans le texte d'Eliot, mais surtout que ce que fait Eliot, c'est qu'il traduit en termes idéalistes, idéaux, ce que Bergson proposait comme une sorte d'expérimentation positive. Et c'est ça, c'est la grande rupture en fait qui aura lieu en 1913 entre Eliot et Bergson. C'est-à-dire que Eliot reprochera à Bergson de n'être pas tout à fait cohérent et de vouloir encore sauver une sorte de positivisme de l'expérience. Et pour Eliot, en fait, Eliot va se convertir à une sorte d'idéalisme total. Tout est idéal, toute réalité n'existe que dans l'esprit, et cela vaut également pour la littérature. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cela, on peut effectivement avoir cette relation complexe à l'ensemble de la littérature. Je te remercie beaucoup. Alors, y a-t-il maintenant des questions? Paraît-il que oui.